Aujourd'hui, je voudrais prendre un moment pour parler de ce qui se passe autour de nous, au Bénin, dans notre région, mais aussi dans le monde entier. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous vivons une période de recomposition mondiale assez profonde et le Mali doit s'y préparer. D'abord, parlons du Bénin. Ce qui s'y passe n'est pas un événement isolé. Depuis plusieurs mois, voire même quelques années, beaucoup d'observateurs africains alertaient sur un revirement politique assez inquiétant. La modification du code électoral, la modification récente de la Constitution ont contribué à tendre le climat, renforçant le poids du président Patrice Talon avec ce que beaucoup appellent désormais les innovations politiques assez surprenantes. Les derniers bombardements menés par des pays étrangers, notamment de la CEDEAO, sur le territoire béninois, contribuent à rappeler cette image de l'ex-Yougoslavie où, à l'époque, les troupes de l'OTAN, dans les années 90, bombardaient ce territoire pour y imposer un certain ordre ou un certain système. Alors oui, les Béninois, notamment ceux avec lesquels je parle, reconnaissent qu'il y a eu du progrès, mais beaucoup s'inquiètent également. S'inquiètent des tensions avec l'AES, alors même qu'une grande partie de la population béninoise est favorable à un rapprochement, de la pression terroriste dans le nord, qui est une source d'inquiétude pour une partie de l'armée, et plus largement d'un climat politique, comme nous l'avons décrit plus haut, qui se tend. Au fond, tout cela révèle une chose. Le Bénin entre dans une zone de crispation, comme beaucoup de pays de la région l'ont connu. Mali, Burkina, Niger, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Sénégal, Côte d'Ivoire et aujourd'hui encore le Bénin. Toute la région vit un changement d'époque, littéralement. Et ce qui arrive aujourd'hui nous rappelle que nos États deviennent fragiles, notamment lorsqu'ils ne donnent pas assez de lisibilité, assez de réponses populaires fortes ou encore assez de garanties aux populations. Maintenant, prenons un peu de recul et regardons le monde. Nous sommes dans une époque où les anciennes certitudes sont en train de s'effondrer. Les grandes puissances ne dominent plus comme avant. Les alliances sont en train de changer, avec notamment les BRICS, le nouveau format de l'OTAN tel que proposé par Donald Trump, ou encore l'AES en Afrique chez nous. Les États défendent leurs intérêts avec encore plus de fermeté. Donald Trump, notamment, rebat toutes les cartes du commerce international et promeut une diplomatie de la paix par la force, peace through strength. Assimi Goïta, lui aussi, rebat les cartes en Afrique de l'Ouest avec ses partenaires de l'AES. Vladimir Poutine également rebat les cartes en Europe de l'Est. Et nous avons enfin Xi Jinping également. Donc partout un peu dans le monde, les États reprennent une certaine forme de primauté sur l'ordre international qui se matérialise par des organisations internationales qui ne parviennent plus à donner un cap clair. Nous l'avons vu avec la signature de l'accord entre le Congo et le Rwanda, sans l'Union africaine. Nous le voyons dans la résolution de la guerre en Ukraine, avec une très faible implication par les États-Unis et la Russie de l'Union européenne. Nous l'avons vu avec la crise en Palestine et également en Syrie, où la Ligue arabe a été absente, et nous le voyons actuellement, nous sommes en train de le suivre au Venezuela, où les organisations latino-américaines ont très peu voix au chapitre dans les tensions avec les États-Unis. Alors, comme je l'ai dit, les tensions sont littéralement partout. Les tensions en Ukraine, en Palestine, en Asie, dans le commerce international également, dans la concurrence énergétique, mais aussi dans la bataille technologique. Le monde est durablement en train de se recomposer, chacun cherchant à protéger son économie, ses ressources et son influence. Et l'Afrique, dans tout ça, eh bien, l'Afrique devient un terrain stratégique, riche en minerais, riche en jeunesse, riche en terre et en eau, et placé sur un axe géopolitique assez essentiel. Mais dans tout cela, pour l'Afrique, être convoité ne veut pas dire forcément être respecté. Être convoité ne veut pas dire non plus être écouté. Alors, une question simple, qu'est-ce que le Mali doit faire face à ce nouvel environnement international? À quoi devons-nous clairement nous attendre? Eh bien, d'abord, à une première vérité simple. Le monde ne nous fera absolument aucun cadeau. Les États continueront à défendre leurs stricts intérêts. Et à nous d'apprendre donc à défendre les nôtres avec lucidité, discipline et stratégie.
Ensuite, il faut s'attendre à plus de pression économique, comme nous avons pu le voir récemment dans les attaques terroristes contre le circuit d'approvisionnement énergétique du Mali, qui révèlent que la pression économique n'est pas simplement étatique ou une pression commerciale, mais elle est également une pression terroriste. Nous devons nous attendre à plus de compétition pour nos ressources, comme nous le voyons en Afrique, au Congo ou encore au Soudan du Sud. Nous devons nous attendre également à plus de volonté d'ingérence dans les affaires africaines, notamment d'ingérence politique, financière, sécuritaire ou même médiatique, comme nous avons pu le voir à l'occasion de la cabale qui était organisée contre le Mali. Mais il y a aussi une bonne nouvelle dans tout ceci. Dans ce monde qui est en train de bouger, eh bien, ce sera ceux qui s'adapteront le plus vite qui créeront de nouvelles opportunités. Et pour le Mali, cela veut dire adaptation à 3 choses. Première des choses, c'est de renforcer la défense de nos frontières et notre cohésion interne. Parce qu'un pays divisé, avec des frontières poreuses, ne pèse absolument rien sur la scène internationale. Nous devons donc arrêter de nous déchirer, réfléchir à une véritable stratégie pour faire de l'AES une puissance régionale durable. Deuxièmement, nous devons investir massivement dans l'intelligence, dans la technologie, dans la formation et dans l'innovation. Parce que le monde qui est en train d'arriver sera dominé par ceux qui maîtrisent les données, maîtrisent l'énergie, maîtrisent l'intelligence artificielle, maîtrisent également le Bitcoin et les crypto-monnaies, les réseaux et la diplomatie moderne. Et enfin, nous devons clarifier encore davantage notre projet national, car sans vision, eh bien, on dérive. Avec une vision, on avance. Mais cela ne fonctionnera que si le Mali remet le mérite et la compétence au cœur de l'action publique. Ce moment de recomposition mondiale n'est donc pas seulement un risque, c'est surtout un tournant. Un tournant qui, s'il est bien négocié, eh bien, peut permettre au Mali de s'affirmer, de se moderniser et surtout de protéger son peuple. La situation au Bénin et dans la région nous alerte, certes. Le monde nous bouscule, mais nous avons une responsabilité. C'est celle de ne pas subir l'histoire, mais de la construire. Si vous avez aimé cette vidéo, je parle de tous ces sujets dans mon livre Mali 3.0 qui est disponible sur Amazon ainsi qu'en magasin, à Shoprite, Bams Market et à la librairie. Je parle de beaucoup de sujets qui vous intéresseront très certainement. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à mes pages Facebook, YouTube, TikTok et X pour ne rien rater de mon actualité. Les liens vers ces pages-là seront dans la description et j'apprécierais vraiment beaucoup que vous preniez 30 secondes de votre temps pour vous abonner à chacune de ces pages. Merci à vous tous, très belle journée et à bientôt. Bonne semaine.